Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités cette semaine-ci, le Notting Phone qui a été testé et au final il n'y a rien de spécial si on peut le dire à propos de lui. Nous avons aussi beaucoup de news au niveau de Intel et de leur nouvelle carte graphique qui serait quand même performante mais qui surtout sera à un prix intéressant et pas mal d'autres choses. Vous avez une table des matières dans la description. Il y a plus de news que d'habitude d'ailleurs parce que j'essaye d'augmenter le nombre de news petit à petit dans ce Texama Show, mais de faire aussi des news plus courtes. Comme ça, c'est de la même durée, mais vous avez plus d'actualité. Du coup, commençons tout de suite. Table de matière dans la description, comme j'ai dit, ainsi que sur la barre de lecture. Première news de la semaine, c'est le fait que c'est l'anniversaire du meilleur YouTuber tech au niveau francophone. Je parle évidemment de moi-même, ça semble logique. Non, je ne suis pas le meilleur YouTuber tech au niveau francophone, je rigole. Mais c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc voilà, si vous me souhaitez un bon anniversaire. Mais surtout, si vous voulez m'offrir un cadeau, je mets mon PayPal dans la description. Je déconne. Je ne mets pas mon PayPal. Vous avez toutefois le bouton pour soutenir si vous voulez. Mais si vous trouvez que mes vidéos méritent de soutien. Non, je voulais commencer avec les news de la chaîne. Le premier truc que vous devez voir changer, c'est l'aspect de la vidéo. Maintenant, en tout cas à partir de maintenant, un maximum de vidéos sera dans un aspect qui sera plus adapté au smartphone. Donc c'est pas loin du 19e, je ne sais pas le ratio exact. Dans tous les cas, la vidéo est un petit peu plus large que haute, ou plutôt elle est moins haute qu'avant. Et du coup, ça rentre mieux sur un écran de smartphone. C'est pas encore fait pour tous les smartphones parce que certains sont encore plus larges, mais ça rentrera un petit peu mieux pour les smartphones. Du coup, il y en a qui certainement vont être moi je suis sur TV, je suis sur PC, maintenant je vais avoir des bandes noires. Je sais, c'est pas idéal, mais le truc c'est que déjà il y a beaucoup de gens qui regardent sur smartphone et sur smartphone, vous avez l'espace d'écran est très limité. Vous avez ça et pas plus. Sur PC, voilà, vous avez des bandes noires, mais vous avez toujours un écran qui est grand, il faut pas déconner. Donc je maximise pour ceux sur smartphone en rajoutant une petite bande noire pour ceux sur ordinateur et sur TV. Je pense que le compromis est adapté. Aussi, à partir de maintenant, il y a plus de vidéos qui passeront à 30 fps au lieu de 60 fps. Ça me choque. En réalité, j'en ai déjà fait plusieurs. Ça n'a jamais choqué personne, mais c'est juste que j'utiliserai seulement le 60 fps à partir de maintenant pour les vidéos qui en ont besoin. Donc, notamment les vidéos de gameplay. Si je fais une vidéo sur un ordinateur portable ou sur une carte graphique et on voit du gameplay, le gameplay du coup sera à 60 fps forcément, enregistré en tout cas. Du coup la vidéo sera à 60 fps aussi. Et c'est possible aussi que la vidéo soit en 16 neuvième pour que le gameplay soit pas coupé. Ça semble logique. Donc c'est les seuls cas où vous verrez encore du 16 neuvième ou du 60 fps. Dans tous les autres cas, ce sera du 4K 30 fps, enfin non, du 1080p 30 fps. J'aimerais bien passer à du 4K 30 fps. On va peut-être passer à du 1440p d'abord. Parce que j'ai fait aussi un sondage récemment dans l'onglet communauté. Et la plupart des gens m'ont dit qu'ils regardaient surtout en 1080p, soyons honnêtes. Et la deuxième résolution la plus populaire, c'était le 1440p. Et puis le 4K, il y avait genre quelques pourcents de gens qui l'avaient. Donc voilà. Donc on va passer à du 1440p également, en plus de ça. Donc ma foi, upgrade de qualité, mes vidéos un petit peu plus aplaties, et on perd 30 fps. C'est pas très grave les 30 fps en réalité. Surtout que je fais pas de vidéos de gameplay, donc c'est juste des produits qui bougent pas beaucoup. C'est pas comme si j'avais une carte graphique qui passe à l'écran hyper vite ou autre chose. C'est pas grave. Ça devrait aussi améliorer un petit peu l'édition pour mon monteur aussi. Même s'il a un nouveau PC, c'est un peu plus facile d'éditer du 30 fps. Donc, c'est aussi un avantage. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour les news de cette semaine-ci. Il n'y a pas plus. Commençons du coup tout de suite avec les réelles news technologiques de la semaine. La première news de la semaine, c'est évidemment le fait que le Notting Phone est sorti officiellement et du coup, les tests aussi sont sortis officiellement et c'est un téléphone du coup milieu de gamme. Il est entre 400 et 500 euros, même sur Amazon à l'heure actuelle, qui est respectable. Je veux dire, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus incroyable. C'est juste fait pour être un téléphone qui est suffisamment bon et devrait intéresser beaucoup de gens. Et il est très orienté aussi gimmick avec ses LED à l'extérieur qui attire l'œil de beaucoup de gens. Mais en tant que tel, c'est pas non plus le smartphone le plus incroyable. Je pense que ce que moi j'attendais le plus, c'était de voir ce qu'il donnait au niveau photo, parce que personnellement, ça me dérange pas qu'un téléphone n'ait pas le meilleur processeur, qu'il n'ait pas 18 Go de RAM ou autre chose.
Mais s'il a des très bonnes photos, ce que beaucoup de gens font, il y a beaucoup de gens qui prennent des photos avec leur smartphone, c'est ce qu'ils font certainement le plus, ou enfin c'est certainement là où ils ont besoin de quelque chose qui soit bon en tout cas. Même si vous prenez rarement des photos, quand vous en prenez une, vous voulez qu'elle soit bonne quand même. Et pour le reste, quand ils utilisent leur smartphone, en réalité un processeur milieu de gamme, ça va largement. Et là, les photos sur le Nothing Phone étaient... Mais il utilise le même capteur photo que vous avez sur le ROG Phone 6, qui a été aussi annoncé récemment. Je n'ai pas fait de news là-dessus. C'est à peu près le même ROG Phone que d'habitude. Du coup, le ROG Phone n'est pas connu pour la photo. On va être très honnête. Donc, vous devez bien vous en douter. Ce n'est pas les meilleures photos non plus. Donc, le truc, c'est que vous avez d'autres smartphones pour à peu près le même prix, comme le Pixel 5a, ou même le Pixel 6 pour un petit peu plus cher, qui ont largement mieux au niveau photo. Du coup, selon moi, si vous voulez un smartphone milieu de gamme qui fait tout bien, mais qui ne casse pas la banque, prenez un Pixel 5a à ce moment-là, parce que c'est ce que c'est le Pixel 5a. Il vous donnera les meilleures photos. Et au niveau design, bon, ça reste quand même sympa au niveau design. Un point assez important au niveau du design, et on peut le montrer à l'avant, c'est que l'écran a une bordure de même taille sur tout le bord du téléphone. Ce qui est, selon moi, très sympathique. C'est un peu comme un iPhone en réalité. Parce que beaucoup de constructeurs de smartphones, comme il y a ce qui permet de connecter l'écran, ou plutôt il y a la partie électronique de l'écran qui doit se brancher sur un côté de l'écran, bien souvent elle est branchée en bas, et du coup ça rajoute un petit peu plus d'épaisseur à votre écran. C'est pour ça d'ailleurs. Donc... Ici, ils ont fait l'effort de prendre un écran OLED et de le plier un petit peu pour justement avoir cet aspect beaucoup plus beau. Mais à part ça, moi je prendrais un Pixel 5a honnêtement, ou même d'autres smartphones milieu de gamme honnêtement qui se font toujours aussi bien. Donc ouais, beaucoup de buzz sur Nothing Phone, mais honnêtement, il n'y a pas grand chose. Parce que Nothing ça veut dire rien en anglais pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, passons à une news complètement bullshit que je ne comprends même pas comment ça peut exister, mais nous y voilà. BMW a lancé un nouveau service d'abonnement. Vous allez me dire, oh, quoi comme abonnement? Peut-être qu'on peut s'abonner pour avoir des trucs sympas BMW, ou peut-être pour avoir des mises à jour logicielles pour un système d'autopilotage. Non! Vous pouvez maintenant payer un abonnement à BMW pour avoir le privilège, que dis-je, le droit d'utiliser les sièges chauffants de votre BMW. Je ne déconne pas. BMW fait payer les gens, en tout cas aux États-Unis, 18 $ par mois pour avoir accès aux sièges chauffants. Vous allez me dire, what the fuck, déjà, à mon avis? Mais non, ça va encore plus loin. Il y en a un deuxième abonnement que vous pouvez prendre en combo avec ça, qui vous permet d'avoir le volant chauffant. C'est ridicule. Je pense pas que j'ai besoin de vraiment dire pourquoi c'est ridicule, mais pour ceux qui ne comprendraient pas, le truc c'est que les gens achètent la voiture et c'est sûr et certain, le prix des sièges chauffants est inclus dans le prix de la voiture. Donc ils payent pour avoir des sièges chauffants et après ils doivent payer un abonnement pour pouvoir les utiliser. Ce qui est évidemment ridicule. Pendant qu'on essaie de m'appeler, j'annule l'appel. Donc c'est vraiment ridicule. Du coup, forcément, les gens sont très mécontents de voir ça. Il y en a plein qui disent « Je n'achèterai plus jamais de BMW ». Bon, je ne crois pas qu'ils achètent des BMW, mais bon. Dans tous les cas, c'est n'importe quoi. Qu'ils fassent un abonnement, c'est un peu comme... Le meilleur cas, je pense, pour faire parallèle, ce serait le cas Tesla. Tesla, ils ont évidemment l'autopilote qui est toujours en cours de travail et ça prend énormément de temps. Bon, ça, on aurait dû s'en douter en réalité, mais bon. Du coup, les gens, pour l'autopilote, ils ont payé du hardware pour avoir l'autopilote, donc des caméras et tout ça. Donc, ils ont déjà payé de l'argent et après, ils doivent payer un abonnement pour pouvoir l'utiliser. Là, les gens étaient déjà mécontents. Mais en réalité, là, vous pouvez encore comprendre parce que vous ne payez pas l'abonnement pour forcément utiliser le hardware, c'est plus que vous payez l'abonnement pour le logiciel et surtout que ce logiciel soit mis à jour, ce qui est très important pour un autopilote. Ici, il y a rien, c'est des sièges chauffants, ils sont là, c'est physique. Oui, il y a du logiciel pour les contrôler, mais vous n'allez pas me dire que BMW va mettre à jour le logiciel genre fréquemment et découvrir des fonctionnalités incroyables avec les sièges chauffants, ça n'existe pas. Donc, basiquement,
c'est de la bullshit totale, quoi. Donc, yep, c'est pour ça que je fais le parallèle, mais pour moi, c'est deux situations totalement différentes. Donc, payer un abonnement pour du logiciel qui s'améliore, ok, même si c'est pas parfait. Payer un abonnement pour utiliser un truc physique dans votre voiture, vous avez déjà payé en achetant un bagnole, connerie totale. Donc, oui, moi, je vous le dis, je n'achèterai jamais une BMW, même si j'ai pas l'argent pour une BMW, mais si j'étais vous, je n'achèterais plus de BMW aussi, parce que ça, c'est n'importe quoi. Surtout si vous voyez l'option. Moi, j'irais même au concessionnaire, je ferais comme si j'étais intéressé, et puis dès que vous demandez pour les sièges chauffants, s'il dit qu'il y a un abonnement, je me casserais d'ici en courant et je lui dirais c'est n'importe quoi. Juste pour qu'ils comprennent peut-être. Ce genre de choses, ils essayent, vous voyez. Ils essayent, ils se disent on va essayer. Les gens vont être mécontents forcément, mais on s'en fiche si les gens sont mécontents et qu'ils continuent d'acheter nos voitures, et surtout, il y a des gens stupides pour prendre l'abonnement. Et c'est ça qu'ils essayent, en fait, BMW. C'est toujours une affaire de... Est-ce qu'on peut pousser la limite de ce qu'on force aux gens? Oui? Est-ce qu'on peut repousser la limite? Oui? Ah ben, on y va. Non, bon, on va revenir en arrière et puis on va s'excuser. Et c'est basiquement ce qu'ils font ici. Ensuite, en parlant de mise à jour logicielle, mais ici gratuite, on a Tesla qui va normalement bientôt avoir une intégration Steam. Oui, non, vous ne rêvez pas. Dans les dernières Tesla qui sont sorties, les premières, là, celles de quelques années, c'est pas le cas, mais dans les dernières Tesla sorties, je vous rappelle qu'elles ont un processeur Ryzen et surtout une carte graphique RDNA 2.0. Normalement, ce processeur Ryzen et carte graphique sont plutôt là pour faire d'autres trucs, c'est pas juste pour l'info. En réalité, ils ont aussi leur propre puce pour tout ce qui est IA. Mais ils ont mis beaucoup de puissance aussi pour que le truc soit rapide, quoi. Et ils avaient aussi mis quelques jeux vidéo. Et puis récemment, il y avait Elon Musk qui avait blagué qu'il mettrait, ou plutôt pas vraiment blagué, il avait dit qu'il y aurait Cyberpunk qui serait rajouté et aussi un autre jeu. Et du coup, avec cette intégration Steam, franchement, on s'y rapproche. Donc, il a laissé un tweet le 16 juillet où ils ont dit qu'ils faisaient des bons progrès sur l'intégration Steam. Il y a de fortes chances, je ne sais pas si c'est le cas, quelqu'un peut peut-être confirmer, que l'OS qu'utilise Tesla sur leur voiture soit basé sous Linux. Ça me semblera assez logique. Donc, Steam maintenant est disponible sur Linux. Donc, à mon avis, ce serait comme ça qu'ils travailleraient sur l'intégration. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un a cette information? Je ne sais pas. Dans tous les cas, franchement, je trouve ça vraiment cool. Vous imaginez pouvoir jouer à Cyberpunk dans votre voiture? Yep. Bon, après, le problème que je vois avec une voiture, c'est qu'une voiture, vous la gardez quand même. Allez, même s'il y a des gens, qui achètent, qui achètent neuf et qui revendent d'occasion, en général, ils gardent 6 ans leur voiture. Bon, il y en a, c'est 4 ans. Mais à d'autres, c'est 6 ans. Donc, ça dépend. Mais même au bout de 4 ans, ben, une carte graphique AMD de là 4 ans, voilà, c'est plus trop ça, en fait. Donc, voilà, vous ne pourrez pas jouer non plus au dernier jeu AAA dans votre Tesla. Mais quand même, vous pourrez jouer à des jeux qui sont pas dégueulasses. Donc, parfois, pourquoi pas The Witcher, d'ailleurs, qu'il avait dit. Donc, yep. On verra bien. Peut-être que bientôt, vous pourrez jouer à The Witcher dans votre Tesla. Pour les 5 personnes qui ont une Tesla qui regardent cette vidéo. Non, il y en a 4 peut-être. 3. Je sais qu'il y en a qui doivent connaître quelqu'un qui a une Tesla. Moi, je parle vraiment des gens qui ont une Tesla. Et encore des gens qui ont une Tesla avec le processeur Ryzen. Là, c'est encore moins, à mon avis. Ensuite, on a une news au niveau de Google et des Chromebooks. Et surtout de Chrome OS qui, maintenant, vous avez Chrome OS Flex, on en avait déjà parlé il y a un petit moment, est un projet fait par Google qui vous permettra d'installer Chrome OS sur de vieux ordinateurs portables ou de vieux ordinateurs pour leur redonner une seconde vie. Basiquement, vous installez Linux dessus pour leur redonner une seconde vie. Sauf que comme c'est Chrome OS, c'est beaucoup plus facile à utiliser que Linux de base. Et le truc, c'est que l'outil est sorti officiellement maintenant. Il est disponible à tous. Il y a une liste de plus de 400 appareils supportés jusqu'à maintenant. Après, vous pouvez essayer de l'installer sur un appareil non supporté. Si ça marche, tant mieux. Mais c'est juste qu'ils ne peuvent pas non plus le garantir. Je dirais que si vous avez un PC avec des pièces assez classiques, genre vous avez une carte réseau, Intel, ce genre de choses, il y a de fortes chances que ça marche sans aucun problème. C'est plutôt si vous avez une configuration exotique. Je pense peut-être écran tactile, processeur très spécifique, chipset spécifique, peut-être un chipset killer, peut-être. Ça pourrait poser problème. Mais si vous avez un PC assez classique, de chez Dell, HP, tout ça, qui date de je ne sais combien d'années, peut-être que vous en avez un vieux qui traîne,
ben, n'hésitez pas, ça ne coûte rien. Si ça marche, vous avez un magnifique PC, franchement, qui durera encore de nombreuses années, parce que Chrome OS ne demande pas grand-chose pour tourner. Et ça donnera une seconde vie. Et Chrome OS, ce serait parfait pour, mamie ou papy. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire, mamie, papy? Ils vont juste regarder les mails, peut-être regarder une vidéo YouTube, s'ils ont besoin d'un tuto sur comment jardiner une telle plante ou je ne sais quoi, ou éventuellement faire un vidéo chat avec la famille. Donc, si vous pouvez donner une seconde vie à un ordinateur portable, c'est une très bonne chose. Personnellement, il faut que j'essaie de dégoter. J'ai des vieux ordinateurs portables. Le seul problème, c'est qu'ils sont techniquement cassés. Donc, je vais essayer d'en dégoter un et d'installer ça dessus. Et on verra bien ce que ça donnera. Aucune garantie que ça donnera quelque chose qui marche, mais on va essayer. Ensuite, nous avons une news qui concerne Microsoft et Windows. Je vous rappelle, si vous avez oublié, que quand Microsoft a sorti Windows 10, ils ont indiqué que Windows 10 serait basiquement la dernière version de Windows et qu'ils continueraient de la mettre à jour et qui passait à un nouveau système de Windows as a Service. Donc, Windows devient un service que vous updatez ou peut-être qu'il pourrait même avoir un abonnement dans le futur. Ça, je pense pas que beaucoup de gens seraient chauds pour ça. Et du coup, ils sont revenus en arrière. Windows 12 pourrait arriver bientôt et ils auraient un cycle de sortie de 3 ans. C'est-à-dire que vous avez Windows 11 qui sort, 3 ans plus tard Windows 12, 3 ans plus tard Windows 13 et ainsi de suite. Il y a de fortes chances toutefois que ces versions de Windows restent relativement proches l'une de l'autre. Windows 11 est basiquement Windows 10, franchement, avec un skin et quand même une partie un petit peu logicielle derrière changée, surtout au niveau du support des processeurs Big Little. Mais à part ça, ça reste à peu près le même, franchement. Donc, yep. Le truc aussi qu'il faut tenir compte, c'est que les mises à jour de maintenant, en tout cas entre Windows 11, ou plutôt Windows 10 et vers Windows 11 étaient gratuites. Donc, il y a de fortes chances que Windows 12 soit gratuit si vous avez déjà Windows 10 ou 11, et ainsi de suite dans le futur. Donc, en réalité, ils tiennent quand même leurs promesses, même si c'est pas... Ouais, voilà. Ils auraient pu sans problème faire Windows 10.1 et puis mettre la nouvelle interface de Windows 11. Hein. Techniquement, ils auraient respecté ce qu'ils avaient dit à la base. Donc, yep. Moi, ça me choque pas tellement que ça. Ce qui me choquerait plus, c'est le fait qu'il faut... Dans Windows 11, c'est de plus en plus obligatoire de devoir se connecter avec un compte. Même si vous enlevez le câble Internet, ça ne marche plus avec Windows 11 Home Edition. Il faut le savoir, donc... Yep, on verra bien. Il y a de fortes chances, à mon avis, que Windows 12 soit entièrement obligatoire, connexion Internet, enfin, connexion avec un compte, et certainement aussi qu'il y ait encore plus de vérification de sécurité de la part de Microsoft. Donc, notamment, on a eu le prérequis la puce TPM pour Windows 11. Peut-être que pour Windows 12, ils vont introduire d'autres prérequis. Bon, ce sera prérequis TPM, ça c'est sûr, mais peut-être qu'ils vont donner d'autres prérequis encore plus stupides, donc on verra bien. Dans tous les cas, Windows 12 arrivera bientôt, en 2024, pour ceux qui se demandent. Ensuite, on a une autre news au niveau de Google, mais là, c'est une news bullshit où Google fait un peu de la merde, on peut le dire. Normalement, quand vous installez des applications sur le Play Store, il vous indique tout simplement quelle permission va utiliser cette application ou va avoir besoin. Donc, par exemple, Facebook, ce serait toutes les permissions. Mais au moins, vous voyez la liste. Et bien maintenant, Google va cacher la liste de permissions qu'a besoin d'une application et va juste mettre une courte description écrite par le développeur. Je pense que vous n'avez pas besoin de réfléchir trop pour voir directement le problème. Yep, qu'est-ce que ça fait si le développeur juste n'écrit pas qu'il a besoin de la caméra et puis vous installez l'application et ça utilise la caméra? Yep, c'est un énorme problème. Et puis après, Google sera en mode derrière. Oh, c'est pas de notre faute, hein, c'est les développeurs. Il a mal écrit sa description. Hein. Oh là là, on va lui taper sur la main et puis c'est bon. Hein. Alors qu'en fait, ils avaient un système qui marchait parfaitement avant. Donc ouais, moi je pense que la meilleure alternative, ce serait une courte description, quand même, pour que le développeur ait la chance d'expliquer pourquoi il a besoin de cette permission, mais quand même la liste des permissions. Là, ce serait le meilleur des deux mondes. Mais à l'heure actuelle, c'est juste extrêmement stupide. Ensuite, en parlant d'entreprise qui fait n'importe quoi et même là, carrément des trucs illégaux, vous avez Uber qui est dans les news parce que vous avez beaucoup de fichiers qui ont été leakés, notamment sur leur début, les premières années d'Uber. Il y a même il me semble, une série qui était sortie, si je ne m'abuse, qui racontait un petit peu ça. Mais là, les fichiers confirment encore plus.
Et du coup, si vous ne le savez pas, Uber, pendant ses premières années, enfin, c'est ce qu'ils disent, pendant leurs premières années, peut-être que c'est encore le cas, hein, a fait des choses littéralement illégales où juste ils se sont fait copain-copain avec certains, par exemple, politiciens pour se permettre de se mettre sur un marché. Donc, parmi les choses illégales qu'ils ont fait, quand un de leurs bureaux ou autre chose se faisait raid par la police, ils le coupaient des serveurs Uber, comme ça ils ne pouvaient pas accéder aux fichiers, notamment. Ils ont aussi fait exprès de faire chuter le prix de leur application tellement que ça leur... Au final, ils donnaient gratuitement des courses aux gens et pas juste, genre, pendant certains jours autre chose. Basiquement, vraiment, c'est Uber qui payait pour que les gens puissent utiliser le service Uber pendant de longues périodes des fois. Et ils faisaient ça pour éliminer la concurrence qui n'arrivait pas à suivre au niveau prix. Et puis après, ils ont augmenté les prix. Donc, basiquement, Uber est une société qui a fait beaucoup de choses illégales pour en arriver là où elle est. Peut-être que maintenant, ils ne font plus ces choses illégales, mais une chose est sûre, ils les ont fait pendant de nombreuses années et ça, selon moi, c'est un gros problème. Du coup, honnêtement, si vous le pouvez, je vous dirais de ne plus utiliser Uber. Alors, je sais que les autres compagnies ne sont pas forcément meilleures. Je sais que le service de taxi n'est clairement pas meilleur. Rien n'est parfait et je sais qu'il y en a, par exemple, qui dépendent énormément d'Uber Eats. Mais bon, si vous le pouvez, peut-être trouver un service plus français, par exemple, ou qui est fait par votre pays en tant que tel, enfin par une entreprise dans votre pays, ça ne ferait pas de mal, je pense. Et peut-être, oui, essayer d'autres alternatives pour voyager, peut-être d'autres applications similaires, ou tout simplement utiliser les transports en commun ou ce genre de choses. Parce que moi, je ne donnerais pas de l'argent à une entreprise qui a fait ce genre de truc vraiment dégueulasse. Et ils l'ont fait partout, hein. Même dans les pays européens, bien sûr. Ils l'ont fait à Paris notamment, et ils l'ont fait aussi à Bruxelles, qui était noté dans les exemples. Donc c'est juste pour vous dire que c'est pas juste aux États-Unis, c'est partout dans le monde. Ensuite, on a une news au niveau de Samsung qui devrait présenter leur téléphone pliable le 10 août. Et on aurait aussi d'ailleurs la nouvelle Galaxy Watch 5, ça m'intéresse personnellement. Et du coup, on aurait le Galaxy Z Flip 4 ainsi que le Z Fold 4, bien sûr. J'attends avec impatience. En réalité, cette présentation, pas que je vais en acheter un, c'est plus que j'attends de voir ce que nous réserve le futur des téléphones pliables. Je pense que les téléphones pliables, c'est clairement le futur. Je vois bien un monde où on aurait un smartphone accroché à notre bras, comme ça, comme une smartwatch. Et puis on peut le déplier, c'est un smartphone dans notre main. Et puis on peut peut-être encore plus le déplier, ça devient une tablette. Je vois totalement ça arriver dans un futur. Pas forcément le plus proche, mais ça pourrait arriver une petite dizaine d'années peut-être. Et du coup, oui, les téléphones pliables, pour moi, c'est le futur. Mais pour le moment, le futur a un petit peu du mal. Notamment, je pense, le plus gros problème, c'est que les écrans restent avec une surface en plastique par-dessus. Il y a techniquement une surface en verre par en dessous, mais c'est pas vraiment du verre en entier. Mais moi, j'aimerais voir un téléphone pliable avec, en tout cas, une surface qui est plus résistante que du plastique de base. Peut-être pas encore au niveau du verre. Si on pouvait atteindre quelque chose qui est aussi résistant que du métal, peut-être. Pas résistant, je parle... Non, qui est aussi dur que du métal, c'est comme ça qu'on dit. Donc, c'est-à-dire que ça résisterait notamment parce que vos ongles ont la même dureté que le plastique. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez griffer du plastique avec vos ongles. Si la dureté de ces écrans était plus importante que le plastique, on ne pourrait plus le griffer enfin avec nos ongles. Ce qui est assez important parce que, je ne sais pas vous, mais moi j'ai des ongles au bout de mes doigts et j'utilise mes doigts pour utiliser le smartphone. Donc, je pense notamment à des femmes qui auraient des très longs ongles, ou même des hommes. N'achetez jamais un Galaxy Z Fold, pour le moment en tout cas, parce que vous allez le griffer de partout. Donc, yep, il nous faut une amélioration de l'écran à ce niveau-là. Il y en a qui se plaignent un petit peu de la crise, donc c'est le bord en plein milieu, un peu comme vos mains, hein. Vous avez une marque là où ça se plie, et vous pouvez le sentir d'ailleurs en passant. Eh bien, il y a ça aussi sur les Galaxy Fold. Personnellement, ça me dérange pas plus que ça, mais s'ils peuvent l'améliorer, et c'est apparemment ce qu'ils vont faire, ce serait toujours bien. Et puis après, la dernière amélioration que j'aimerais voir, c'est les specs. Les Galaxy Fold ne sont jamais les meilleurs niveaux specs, alors qu'ils sont parmi les plus chers que font Samsung. Ce qui est totalement illogique selon moi. Vous achetez un Fold 3, il coûte plus cher qu'un Galaxy S22 Ultra, encore même à l'heure actuelle, et vous n'avez pas les meilleures caméras que fournissait Samsung à l'époque. Il n'y a même pas le même setup de caméra que dans un Galaxy S21 Ultra. Ce qui est de la folie. Donc, yep, Samsung, donnez un vrai smartphone haut de gamme. Je pense qu'ils faisaient surtout ça pour tester. Les premières années, c'était vraiment pour tester. Du coup, ils faisaient exprès peut-être de le faire un peu moins intéressant pour que les gens
ne rushent pas trop dessus pour qu'ils en vendent pas trop, qu'ils maîtrisent mieux la production. Mais maintenant, j'espère qu'avec le Fold 4, ils vont y aller à fond en fait. Ils vont nous mettre les vrais specs full haut de gamme et peut-être qu'ils vont améliorer l'écran et tout ça et qu'on va avoir vraiment le premier téléphone pliable raffiné, on va dire, qui est vraiment, il est bon et c'est pas juste un joli prototype qui a des problèmes. Donc on verra bien ça. Il y a aussi une news en parallèle à ça, c'est un truc que je me demande, c'est quel processeur il va utiliser. Et ça pourrait être du coup soit le Snapdragon 8 Plus Gen 1 ou alors le bon vieux Snapdragon 8 Gen 1. Et ça, en réalité, une assez grande importance. Vous avez une vidéo ici de Golden Reviewer, meilleure chaîne selon moi qui existe au niveau des tests de processeurs mobiles. Il compare énormément de processeurs comme les Mediatek Dimensity, les derniers Snapdragon et tout ça entre eux, et c'est hyper intéressant parce qu'il inclut pas juste les bench, genre performance, il inclut aussi l'utilisation en watts du processeur, l'efficacité de ce processeur. Et ça, c'est très important dans un téléphone mobile. Et si vous regardez cette vidéo, je vous invite à la regarder vraiment. Je vais juste vous inclure un graphe pour que vous compreniez à quel point il y a une différence. Donc le Snapdragon 8 Plus Gen 1 a changé de processus de gravure. Donc la première édition de ce processeur, en quelque sorte, le 8 Gen 1, était gravé par Samsung directement. Et la nouvelle version est gravée par TSMC. Et la différence est juste incroyable. Là, par exemple, là c'est des tests CPU, les tests GPU étaient encore plus incroyables. En réalité, je vais vous le montrer. Là, le test GPU montre que déjà on a un gain de performance, mais surtout, on diminue en consommation. Ce qui est abusé. Et genre, c'est pas une petite diminution quand même. Et aussi, ça veut dire que le GPU, en tout cas ici, sur ce benchmark en particulier, était plus efficace au niveau énergétique que la puce GPU d'Apple pour le A15. Et ça, c'est assez important parce que Apple a parmi les meilleures puces qui existent, même les meilleures puces mobiles qui existent. Donc, s'ils arrivent à dépasser au niveau énergétique une puce Apple en GPU notamment, c'est une très bonne nouvelle. Et je vous invite à aller voir les graphes CPU. Il y a des trucs tout aussi intéressants. Donc oui, le Snapdragon, je regarde à chaque fois le nom parce que c'est un nom vraiment à chier. Le Snapdragon 8 Plus Gen 1 est vraiment une amélioration par rapport au 8 Gen 1. Donc vous avez notamment le Xiaomi, on le voyait en début de vidéo, 12 Ultra, c'est ça? Oui. Bon, en tout cas, le dernier Xiaomi Ultra qui est sorti l'utilise. Vous avez aussi le ROG Phone 6 justement qui l'utilise. Donc ça veut dire que techniquement le ROG Phone 6 est bien meilleur que la plupart des téléphones gaming qui sont sortis avec l'ancien processeur. Et il y en aura certainement encore plus d'autres. Et surtout, j'aimerais savoir si est-ce que ces Galaxy Fold vont utiliser ce processeur. Si c'est le cas, ce serait bien. Si c'est pas le cas, ce serait vraiment dommage. Surtout pour des téléphones pliables qui n'ont pas toujours la meilleure batterie, parce que l'écran est très grand et tout ça. Ça ne ferait pas de mal d'avoir ça. Ensuite, ça ne ferait pas de mal à Apple de peut-être faire un peu plus d'efforts, surtout quand ils demandent autant d'argent. Vous avez évidemment, la puce M2 a été testée, tout ça, et vous avez forcément, comme à chaque produit Apple, chaque génération, autre chose, il y a toujours une controverse. Et la controverse de cette génération-ci, avec les puces M2 en tout cas, c'est le fait que Apple a juste un peu sacrifié les performances du SSD, en fait. Ils sont revenus en arrière. Ce qui est un petit peu étonnant. Donc là, vous avez la puce M2 dans différents tests de... Justement, selon la config aussi. Donc, vous voyez que plus le SSD est gros, plus en général c'est rapide. Ça, c'est logique. Donc, vous voyez par exemple la version 256 Go est beaucoup plus lente que la version 512 Go. Et elle est même plus lente que... plus loin, on peut le voir. La version 512 Go de la puce M1 est certainement... Vous voyez, on le voit ici. Même plus lent que le modèle 256 Go de la version Intel de 2019. Donc ça veut dire que Apple est revenu en arrière au niveau performance SSD pour je ne sais quelle raison. Il y avait déjà eu une controverse en réalité comme ça au niveau de la puce M1, mais c'était l'inverse en réalité. Et cette controverse était due au fait que Apple, pour atteindre de très hautes performances au niveau de leur SSD, ne faisait pas les choses de la meilleure façon possible. En gros, ils ne faisaient pas les checks nécessaires, ils ne garantissaient pas totalement l'intégrité des données des fois, ils les sauvegardaient le plus vite possible sur SSD et comme ça, ils avaient des jolis chiffres. Mais derrière, vous pouviez avoir des gros problèmes.
Du coup, peut-être que cette diminution de vitesse vient du fait que maintenant Apple a corrigé ce problème-là. Donc ça voudrait dire que ce serait une controverse, mais pas vraiment controverse parce que techniquement ils ont fixé leur problème. Et du coup, yep, ce serait une bonne nouvelle si c'est à cause de ça. Maintenant, on ne sait pas forcément parce qu'il faudrait que quelqu'un le teste réellement, voir s'il y a une différence au niveau de comment est sauvegardé les fichiers entre une puce M1 et une puce M2. Et moi, je n'ai pas le hardware pour ça et certainement pas les compétences. Donc, si quelqu'un veut tester, n'hésitez pas. En attendant, c'est la controverse actuelle pour la puce M2. À part ça, il n'y a pas vraiment de controverse, à part selon moi le fait que je ne suis pas le seul dans le même avis. Il y en a plusieurs d'entre vous qui émettaient le même avis. C'est que pourquoi acheter un MacBook M2 qui est clairement une bonne upgrade alors que vous pouvez juste prendre un MacBook Air pour 1000 euros qui est bien mieux honnêtement. Yep. Parce que la taille d'écran reste à peu près la même. Donc moi je prendrais juste le MacBook Air de 2021. Oui, il n'est pas le meilleur au niveau design et tout ça, mais pour 1000 euros avec une puce M1, il est juste imbattable. Il fait bien mieux que la plupart des ordinateurs portables Windows pour le même prix, surtout au niveau batterie, parce que là, il n'y a pas de comparaison. Ensuite, on a une news au niveau du Bluetooth qui bientôt peut-être pourrait être moins mauvais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, surtout depuis qu'ils ont tous retiré les jacks et que nous coincent avec le Bluetooth. Dans tous les cas, le consortium qui est derrière tout ce qui est Bluetooth et des nouvelles normes Bluetooth a annoncé qu'ils étaient enfin arrivés d'accord sur les specs finales de la norme LE Audio du Bluetooth. Cette norme permettrait plusieurs choses qui sont très intéressantes. Déjà, elle permettrait de connecter une quantité illimitée, vous ne rêvez pas, d'appareils à une source. Donc, si vous avez un smartphone, vous pourriez avoir une quantité illimitée de casques branchés à ce téléphone, ou plutôt raccordés en audio à ce téléphone. Donc, ça vise clairement l'audio ici, hein, je tiens à le préciser, comme si le nom l'indiquait pas. Donc, en fait, c'est logique. Ce qu'ils font, c'est plutôt que le Bluetooth se connecte avec le casque et puis communique avec le casque. Et c'est une communication privée. Ce que ferait plutôt cette norme-là, c'est que c'est un peu comme la radio. Elle diffuse autour d'elle le signal audio. Et les appareils qui sont autorisés, quand même, il y a quand même un check d'autorisation. Les appareils qui sont autorisés et qui s'y connectent pourraient entendre cet audio. Donc, un cas d'utilisation très simple. Quand vous avez deux écouteurs sans fil Bluetooth, donc ceux qui se mettent dans vos oreilles, à l'heure actuelle, ce qui se passe en fait, c'est que votre téléphone communique avec un et puis celui-là communique avec l'autre. Ce qui n'est pas idéal. Là, ce qui pourrait arriver, c'est qu'ils reçoivent tous les deux le même signal du téléphone et c'est aussi simple que ça. Un autre cas d'utilisation très pratique, c'est si vous avez, je sais pas moi, une TV et que c'est le soir et que vous voulez pas réveiller vos enfants ou autre chose, vous pourriez avoir plusieurs casques Bluetooth raccordés à cette même TV et ça ne posera aucun problème. On peut voir aussi certainement la possibilité de raccorder des systèmes sonores sans fil aussi de cette manière-là, sans que ça utilise plusieurs channels ou qu'il faut plusieurs puces Bluetooth ou autre chose. Vous pourriez vraiment avoir juste une TV, encore une fois, qui a le Bluetooth, ça envoie le signal audio à tous les channels et puis c'est bon. Donc, yep, beaucoup de choses assez intéressantes. L'autre chose intéressante, c'est qu'ils ont aussi une nouvelle norme un nouveau codec au niveau de l'audio qui arrivera avec ceci, donc avec ce nouveau format, enfin, cette nouvelle spécification Bluetooth. Et ce nouveau codec permettrait notamment d'augmenter la qualité pour le même bitrate. Donc, c'est-à-dire que sans transmettre plus de données, vous aurez une bien meilleure qualité. Et il pourrait permettre même d'avoir la même qualité tout en réduisant évidemment largement ici la quantité de données envoyées. Et là, ça permettrait d'économiser de l'énergie. Donc, cette nouvelle norme permettrait d'économiser aussi pas mal d'énergie avec ce nouveau codec. Parce que du coup, au lieu de transférer une certaine quantité de données, vous pourriez transférer juste un tiers peut-être. Et du coup, vous allez forcément consommer beaucoup moins. Donc, quoi qu'il arrive, beaucoup de choses très intéressantes. Et ce nouveau codec, c'est le LC3 pour information. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Tenez compte évidemment que ça semble logique. Il vous faudra des nouveaux appareils Bluetooth pour que ce soit supporté pleinement. C'est un petit peu dommage. Il y a peu de chances que ce soit rétroactif. Je le vois mal arriver ça.
Ce serait bien, mais non, peu de chance. La dernière norme Bluetooth à l'heure actuelle, c'est le 5.2 si je ne m'abuse. Donc on aurait du coup une nouvelle norme Bluetooth 6.0 tout simplement. Yep, ce serait le Bluetooth 6.0. S'ils décident de lui donner un nom comme ça, mais bon. On verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, c'est pas encore pour tout de suite. Les specs sont finalisés, mais maintenant il faut que les constructeurs commencent à designer des produits qui respectent ces specs. Donc vous pourriez voir ça peut-être pour, disons, début 2023, ce serait raisonnable. Peut-être fin 2022 pour ceux qui sont très rapides à développer des nouveaux produits ou en tout cas à supporter cette spec. Ensuite, en parlant de quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite, on a aussi les GPU Intel qui, depuis pas mal de mois, n'arrivent pas tout de suite, mais arrivent bientôt. Et normalement, ils devraient arriver très bientôt. Donc, nous avons eu notamment des leaks de prix. Donc, les informations sur les prix des cartes graphiques A770 et A750 qui seront les deux plus grosses, pour information. À part si, évidemment, ils font une A790, mais ça, c'est encore une autre histoire. Dans tous les cas, ce seraient les plus grosses de chez Intel. Et du coup, beaucoup de gens sont intéressés forcément par celle-là. La A770 serait une concurrente maintenant, plus à la 3070, mais à la 3060 Ti. Toutefois, elle serait plus performante. Et aussi, elle serait plus performante qu'une RX 6650 XT. Et le plus important, c'est qu'elle coûterait moins cher que ces deux cartes. Elle serait en dessous des 399$. Et on a aussi la A350 qui, elle, serait du coup en dessous des 350$. Donc un peu plus de 300$ normalement. Et elle serait en concurrence avec la 3060 ainsi que la RX 6600 tout court. Ce qui est du coup une plutôt bonne nouvelle parce que selon moi, Intel n'a pas besoin de faire des cartes ultra haut de gamme autre chose. Ils ont juste besoin de faire une bonne carte qui est moins chère que la concurrence. Tant qu'ils font ça, on est tous gagnants. Et avec ces cartes-là, franchement, ils ont des bonnes alternatives. Un autre truc aussi qui est quand même bien avec Intel ici, c'est qu'ils vont offrir plus d'alternatives en entrée et milieu de gamme. Là où on en manque énormément, franchement. Alors, les premières alternatives qu'on a vues à l'hyper entrée de gamme, donc je pense notamment à la A380, ce n'est pas un avion, je te le précisais, pas le plus impressionnant. Apparemment, elle n'est même pas vraiment au niveau de performance toujours d'une GTX 1650, donc... Donc moi, je base mes espérances sur la A580, qui serait au niveau d'une RTX 3050, mais qui coûterait 200$. J'espère que ce sera plus proche des 200$ que les 300$ par contre, parce que là, ce serait stupide selon moi. Et il y a un trou en plein milieu de ces deux cartes par contre, donc à voir s'ils en sortent une autre plus tard. Je verrais bien une A300, une A730 peut-être, qui est au niveau de performance d'une RTX peut-être plus qu'une 2060 et qui serait en dessous des 300$ aussi, ça ferait pas de mal. Donc, yep, on verra bien. Une chose est sûre, ces cartes ne vont pas révolutionner le milieu des cartes graphiques en termes de performance, mais tant qu'elles révolutionnent les prix, moi, ça m'arrange très bien. Une autre news d'ailleurs par rapport à ça, c'est que la A750 a eu des chiffres donnés par Intel de performance. Donc, à prendre avec les méga pincettes, hein, prenez avec les pincettes de barbecue carrément là, parce que c'est donné par Intel, et Intel n'a pas le meilleur historique de donner des chiffres de benchmark les plus réalistes, on va dire. Donc, prendre les grosses pincettes. Dans tous les cas, cette A750 serait plus performante qu'une RTX 3060, ça on avait déjà parlé. Et elle serait, comme vous pouvez voir, elle aurait une avance confortable par rapport à cette 3060, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, encore une fois, le plus important, ce sera le prix. Si elle est réellement en dessous de 350$ et si elle arrive même à se rapprocher des 300$, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sauteraient dessus pour peut-être l'acheter. Tenez compte toutefois que Intel n'a pas exactement... Ils ont toujours un petit peu des problèmes au niveau driver, mais ça devrait changer assez vite selon moi. Dès que ces cartes seront sorties, ils vont beaucoup travailler là-dessus sûrement. Et surtout, ils n'ont pas un aussi bon support du ray tracing que par exemple les RTX, et surtout vous n'avez pas le DLSS. Toutefois, Intel a leur propre technologie. Et ils pourraient aussi peut-être supporter FSR dans le futur, donc on verra bien. Ensuite, en parlant de on verra bien ce que ça donnera, nous avons le Intel Core i5 13600K qui a leaké au niveau performance dans notamment Cinebench. Et du coup, vous allez me dire, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un sacré score en réalité. Donc ce Intel, du coup, 13600K aurait atteint un score de 24 000 sur Cinebench. 24 000 sur Cinebench R23, c'est énorme.
c'est largement plus qu'un 5950X. Ça se rapproche même énormément d'un 5950X de chez AMD, stock en tout cas. Et c'est évidemment une bonne augmentation par rapport au 12600K. Ce serait une augmentation pour information de 40% en multicœur, ce qui est énorme. Toutefois, en single core, dans le test en tout cas qui est indiqué, notamment le test CPU-Z, ce serait une diminution de 26% de performance. À mon avis, le test CPU-Z, pas forcément le meilleur, parce que ça utilise un exemplaire de... C'est un engineering sample, donc c'est un exemplaire de test, basiquement. C'est un des tout derniers, par contre, donc c'est ceux qui sont les plus proches de la sortie du produit en tant que tel, mais il faut en tout cas tenir compte, c'est un exemplaire de test fait pour valider les performances ou valider les fonctionnalités des cartes mères et tout ça. Donc c'est fort probable que peut-être son boost ne fonctionne pas correctement. Peut-être qu'il ne booste pas jusqu'à la fréquence de boost qu'il devra avoir et que ça diminue les performances, ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore idéales dans les BIOS des cartes mères ou autre chose. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Par contre, le fait qu'il atteigne un si gros score en multicœur, ça c'est déjà assez encourageant, même si ça reste encore une fois un engineering sample et que finalement la fréquence sur tous les cœurs diminue un petit peu. C'est quand même des sacrées performances en fait. Donc oui, franchement, assez impressionné. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Maintenant, ça va prendre un petit peu de temps. On ne sait pas exactement quand ils sortent ces processeurs, je le rappelle. Après, on est de plus en plus proche à mon avis. Parce que il y a beaucoup d'engineering samples qui semblent être enfouis de partout, donc forcément s'il y en a autant sur le marché, c'est que ils sont en train de valider pour la sortie. Donc à mon avis, on verrait ça pour la rentrée. Je vois bien ça pour la rentrée 2022 et du coup une sortie un peu avant AMD de leur nouvelle aussi, de leur nouveau processeur. Et enfin, notre dernière news qui est en rapport en réalité avec l'ancienne, c'est le fait que nous avons eu aussi des chiffres de performance dans les jeux cette fois-ci, mais aussi cette fois-ci du i9 13900K, qui serait évidemment le Big Daddy de cette génération 13 de Intel. Et du coup, il aurait des performances respectables dans les jeux vidéo, comme vous pouvez voir le benchmark ici. Alors tenez compte, encore une fois, Engineering Sample, c'est pas forcément la version finale. Du coup, comme on peut voir, certains jeux ne profitent clairement pas. Donc c'est une comparaison entre le 12900KF et le 13900K. Donc tenez-en compte. C'est pas le 12900KS notamment. Donc comme vous pouvez voir, dans certains jeux, même performance plus ou moins. Mais dans d'autres jeux, par contre, vous avez une augmentation pas dégueulasse. Alors 3D Mark, c'est juste synthétique, c'est pas très intéressant. Ce mois les plus intéressants, ce serait Forza. Vous avez aussi Monster Hunter, PUBG, c'est pas mal. Flight Simulator, une petite augmentation. CSGO, pas grand-chose. Red Dead Redemption a aussi des gains très importants, mais c'est des gains énormes qui, moi, je prendrais avec des pincettes parce que c'est quand même une sacrée augmentation. Donc, yep. Mais dans Far Cry 4, par contre, ouais, un petit peu plus par-ci par-là. Donc, quoi qu'il arrive, Intel semble travailler aussi sur le fait qu'ils doivent augmenter les performances d'un jeu vidéo, ce qui est assez logique, et ça ne fait pas de mal. Maintenant, un truc assez important, ce sera de voir la consommation. Et là, en réalité, ils ont déjà donné des chiffres. Donc, comme vous pouvez voir ici, elle est globalement en hausse. Pas dans tous les benches. Donc, je pense notamment dans PUBG, notamment où on a vu des bons gains. Elle n'est pas en hausse. Mais par contre, dans Counter-Strike... Ah non, ça c'est Monster Hunter, parce qu'il y a l'énorme truc de waterlog par-dessus, une watermark par-dessus plutôt. Waterlog, c'est dans Minecraft, ça. Je vois pas très bien le nom des jeux, mais bon. Monster Hunter, oui, ça a augmenté. Essayez de voir CSGO, autre chose, j'arrive pas à voir. Alors, une chose est sûre, la consommation a encore plus augmenté. Donc, yep. Et c'était aussi un truc, j'ai oublié de le dire, sur le i5 aussi, il me semble qu'ils avaient mis un petit peu, oui, de chiffre de consommation. Yep. Ici, Intel semble avoir abandonné l'idée de faire des puces efficaces au niveau énergétique. Ils veulent juste un max de perf. Donc, yep, tenez-en compte. On verra bien ce que fera au niveau stratégie aussi AMD. Peut-être qu'eux aussi vont augmenter les performances en augmentant la consommation pour se rapprocher d'Intel pour pas paraître moins bon.
Donc ça, c'est aussi un truc intéressant à voir. En attendant, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show et je vous dis ciao ciao.